Bonsoir ou rebonsoir, combien d'entre nous connaissons l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales? Combien d'entre nous savent que les séjours familiaux, c'est-à-dire retenir des familles d'accueil pour permettre à des enfants de familles modestes de partir quand même en vacances, est l'une des nombreuses activités de l'UDAF? Aristide Payette, président de l'UDAF, nous en parle dans La Réunion, comment il est. Bonsoir, Aristide Payette. Bonsoir. Alors, je disais l'UDAF, qui connaît l'UDAF? Parce que déjà, le terme UDAF, on a l'impression que c'est plus agricole déjà. Oui, c'est vrai. Le terme, oui, il y a quand même du monde qui connaît l'UDAF, là. Au moins les personnes qui ont bénéficié à un moment ou à un autre de ces prestations. En relation avec l'UDAF. Nos partenaires, bien sûr, mais aussi beaucoup de familles. Parce que c'est quoi l'UDAF? Bon, si vous permettez que je donne un petit peu un cours d'histoire. Ah, j'allais vous le proposer. Oui, donc l'UDAF, c'est Union départementale des associations familiales. Bon. Créée en quelle année? Donc, c'est l'ordonnance du 3 mars 1945. Juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait rebooster les familles. Donc, c'est le gouvernement provisoire du général de Gaulle qui a donc décidé de mettre en œuvre cette ordonnance qui crée donc les UDAF, donc une par département, et l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Alors, UDAF, Union départementale des associations familiales. Ça veut dire que dans une UDAF, il y a des associations familiales. Alors, quel a été l'objet général des UDAF et de l'UNAF? Ça a été de défendre les intérêts matériels et moraux des familles. Quelles familles? Les UDAF et l'UNAF défendent l'ensemble des familles françaises et étrangères qui vivent régulièrement sur le sol français. Voilà. Donc, combien d'associations l'UDAF Réunion regroupe? Alors, l'UDAF Réunion, actuellement, regroupe 32 associations familiales pour un nombre d'adhérents, de familles adhérentes de 3009. C'est 3009 familles. Bon, actuellement, justement, nous sommes dans une période de développement associatif. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de développer davantage les associations familiales à La Réunion. Mais c'est vrai que les associations familiales sont des associations, type loi 1901, mais ne sont pas gérées comme n'importe quelle association. Quelles ont été justement les premières activités que l'UDAF Réunion a proposées à ses familles, à ses adhérentes finalement? Alors, l'UDAF de La Réunion a été créé donc le 7 juillet 1975. Donc, elle a fêté ses 40 ans il y a 2 ans. Donc, on a maintenant 42 ans. Et bien sûr, au début, la mission la plus importante mise en œuvre par l'UDAF de La Réunion, c'est la mission de représentation. Si vous voulez, je rappelle quand même que la loi nous a donné 4 missions. La première mission, c'est de donner avis au pouvoir public sur tous les sujets concernant les familles. C'est pourquoi, par exemple, tous les projets de loi doivent recevoir l'avis de l'UNAF. Bon. Deuxième mission, c'est de représenter l'ensemble des familles dans les institutions publiques et parapubliques. Donc actuellement, à La Réunion, nous avons beaucoup de représentants dans tous les CCAS, dans toutes les institutions publiques et parapubliques, à la Caisse d'allocation familiale, par exemple. Nous avons 3 titulaires, 3 suppléants, et ainsi de suite. Au conseil d'administration de la sécurité sociale. Nous sommes aussi dans le conseil académique, etc. Souvent, c'est pour voie consultative, mais très souvent, c'est pour voie délibérative. Bon. Donc, c'est une mission très importante, une mission de représentation. Et la troisième mission, c'est justement la mission de gérer des activités au service des familles de La Réunion. Et souvent, ces activités nous sont demandées par les pouvoirs publics. Voilà. Donc, la première activité, disons de 1975 à 1980, l'UDAF a essentiellement géré la mission de représentation. Mais à partir de 1981, on a mis en place justement, c'est la première activité de l'UDAF, la gestion donc des vacances des enfants dans les familles. Avant, on les appelait familles d'accueil. Maintenant, pour ne pas confondre avec les familles d'accueil du département, donc on les appelle familles vacances.
Voilà. Alors, ça, c'était la première activité. Ça a débuté en quelle année? Ça a débuté en 1981. 80, donc ça fait donc 36 ans. Oui, 36 ans. 36 ans. Ça a été mis en place. Voilà. Et chaque année, combien de familles se proposent de recevoir Alors, actuellement, nous avons, disons, si on parle en ce terme, un stock à peu près de 300 familles vacances. Donc, comme une famille vacances peut faire passer des vacances à au moins 3 enfants, donc si vous multipliez 300 par 3, donc on peut, pour chaque séjour, accueillir pratiquement 900 enfants. D'accord, je vais faire quelque chose de très pratique pour rester pragmatique, comme dirait un grand philosophe. La question, d'abord, comment se fait le choix, la sélection des familles qui veulent accueillir des enfants pendant la période des vacances? Alors c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de publicité, mais ça se passe surtout de bouche à oreille, comme on dit. Et la famille qui veut accueillir des enfants en vacances nous écrit à l'UDAF une lettre, voilà, je suis disposé à accueillir donc des enfants pendant les vacances organisées par l'UDAF. Bon, voilà, on accueille cette lettre et après, donc nous avons nos animateurs qui vont sur place vérifier si toutes les conditions d'accueil sont réunies. Bien sûr, les conditions matérielles, mais aussi voir comment un peu se comporte, oui, l'hygiène, comment se comporte la famille. Hein. Donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous devons respecter, comme ces familles vacances accueillent des mineurs, donc nous devons respecter toute la réglementation de la jeunesse et des sports sur l'accueil des mineurs. Ça, c'est très, très important. Donc, une fois qu'on a dit oui à ces familles, donc ces familles signent une charte avec nous, donc comme quoi elles sont d'accord pour accueillir les enfants. Il y a bien sûr la nécessité d'avoir une voiture, parce que cette famille devra donc faire visiter l'environnement immédiat ou faire des excursions, etc. Donc, obligation d'avoir une voiture. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Et après, bien sûr, on a une formation. On met en place une formation. Il faut que les familles soient capables de répondre en termes d'éducation à l'accueil de ces enfants. Voilà. Alors, cette formation, par exemple, puisque s'il y a des familles par exemple, qui nous écoutent, qui voudraient être famille vacances, je veux dire famille d'accueil, famille vacances, donc envoyer une lettre donc à l'UDAF, qu'est-ce que vous devez leur apprendre pour être de vraies familles vacances, être capable d'être à la hauteur de ce que peut attendre des enfants qu'ils ne connaissent pas et qui vont recevoir chez eux pour la première fois? Voilà, c'est vrai que les familles vacances sont des familles d'abord, donc des familles qui ont déjà élevé des enfants. Parce que la plupart du temps, une famille vacances décide d'accueillir des enfants lorsque, par exemple, 1 ou 2 enfants ont quitté la maison. Donc il y a 1 chambre ou 2 chambres disponibles, il y a encore peut-être des enfants dans la maison, mais il y a 1 ou 2 chambres disponibles, donc la famille dit, ben oui, nous on aime bien les enfants, ça c'est important aussi, hein. La famille qui aime les enfants. Hein. Donc elle a déjà assuré une éducation, elle sait ce que veut dire une éducation, hein. Et puis elle a envie de rendre service. Parce qu'il faut reconnaître, il faut savoir que ces familles vacances, finalement, elles perçoivent une indemnité pour le séjour, mais cette indemnité ne couvre jamais tout l'investissement que cette famille apporte à l'enfant. Hein, déjà, c'est un hébergement complet, toutes les sorties, donc l'enfant pendant 20 jours est là. Les enfants sont considérés comme les enfants de la famille. Donc, si cette famille a encore des enfants dans la maison, ben, ils sont considérés. Ça ajoute effectivement aux activités, bien sûr, de la famille. Mais nous, dans la formation qu'on apporte, ben, on va apporter tout ce qui est conditions d'hygiène,
conditions de sécurité. Quand vous sortez, faites très, très attention. Quand vous faites une sortie en mer ou au bord de mer, quand vous faites une sortie, donc on leur apporte vraiment le maximum d'informations pour les aider donc à faire en sorte que le séjour de ces enfants se déroule dans de bonnes conditions. Maintenant, là, on est en train de travailler avec la DGSCS. On souhaite, là, au début de l'année 2018, on souhaite mettre en place une formation en relation avec DGSCS pour faire passer tous les éléments de la laïcité. Hein, et puis la devise de la République, rappeler donc liberté, égalité, fraternité, et essayer donc de donner aux familles vraiment le maximum d'informations, parce que il n'y a pas de prosélytisme. Par exemple, on accueille les familles vacances qui sont par exemple catholiques, accueillent des musulmans, hein, des enfants musulmans. Donc ces familles doivent savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces enfants. Et puis ces enfants ne mangent pas par exemple le porc, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a des tas de petites choses qu'on leur apporte à l'occasion de ces séances d'information ou ces séances de formation. 36 ans après, je veux dire, si vous devez faire un bilan de l'évolution de ces familles vacances, est-ce que ça se passe globalement bien? Est-ce que les familles sont toujours à la hauteur? Est-ce que les enfants s'adaptent? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, ce que je dois dire, c'est que déjà, beaucoup de familles vacances restent familles vacances pendant longtemps. D'accord. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se mettent vraiment au service des enfants. Il y a aussi un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Et on s'est entendu justement avec la préfecture, donc avec les services de la DGSCS, pour que ces familles vacances, qui ont beaucoup donné pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, certaines pendant 20 ans, soient reconnues quand même comme familles ayant fait des choses pour les familles de la Réunion. Alors maintenant, on leur donne un diplôme de reconnaissance. Donc, on va parler peut-être après comment se passent les séjours, mais donc tous les ans maintenant, en août, on a un rassemblement des familles vacances avec les enfants qui sont en vacances dans ces familles, et on a une cérémonie de remise de diplômes, de reconnaissance pour ces familles, parce que vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'indemnité qu'on leur donne ne compense pas tout l'investissement que ces familles ont auprès de ces enfants. On va parler d'autre chose, on va revenir juste après 2 ou 3 éléments d'actualité. On va juste revenir sur un événement qui a eu lieu ce matin, toujours dans le cadre donc, de cette première semaine de la petite enfance autour du thème art, culture et petite enfance. Hier, on a parlé donc de jardin d'enfants. Aujourd'hui, on parle de valorisation des métiers de la petite enfance. Je rappelle que autour de ce thème, comment faire en sorte que les emplois, grâce à un service à la personne, porteurs d'emploi, la caisse d'allocation familiale, donc, et ses partenaires, était ce matin au village Corail de Saint-Gilles pour montrer un petit peu c'est quoi un accompagnant, c'est quoi un CAP petite enfance, c'est quoi devenir auxiliaire de puériculture. Donc c'était l'occasion donc pour la valorisation des métiers de la petite enfance, des centaines de collégiens, des lycéens et également des demandeurs d'emploi donc ont pris part à cette journée. Cette journée s'inscrit dans la semaine de la petite enfance qui se déroule depuis samedi et qui se termine samedi prochain, donc sur le thème art, culture et petite enfance. Et on a souhaité, dans le cadre de cette semaine, mieux faire connaître les métiers de la petite enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 5 métiers socles, assistante maternelle, accompagnant éducatif petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducateur, éducatrice de jeunes enfants, et infirmier, infirmière, puériculteur. Qu'est-ce que vous leur apprenez exactement? Donc on leur montre notre atelier de ce matin. Donc nous on a choisi l'ergonomie, c'est notre module 4.
Donc c'est des techniques de prévention pour nous professionnels ne pas avoir mal au dos et pour la sécurité de l'enfant. Donc elle se déroule sur 10 mois avec bien sûr 10 modules et donc 6 stages. Nous travaillons, Madame Dijon et moi-même, en collaboration autant sur l'enseignement théorique que sur la pratique avant que les étudiants puissent aller en stage et se confronter à la réalité du terrain. Oui, donc on est rentré depuis septembre et c'est une formation très dense. Là, on a fait tout ce qui est accompagnement dans les activités de la vie quotidienne. On commence aussi l'état clinique de l'enfant et les techniques d'ergonomie, très important aussi pour nous. Et aussi les soins, l'hygiène. On apprend beaucoup de choses, que ce soit le développement, comment se placer par rapport aux parents aussi, très important. Ne pas faire à la place des parents, mais être dans l'accompagnement. Les élèves me demandent qu'est-ce que c'est que l'animation, et c'est vrai que c'est tout nouveau pour eux parce que c'est un cours qui est très particulier où les étudiants, les élèves apprennent à faire des activités manuelles qu'ils proposeront ensuite lors de stages dans les structures d'accueil de jeunes enfants ou à l'école maternelle. Je cherche dans quel lycée, ça va pour la troisième. Après la troisième. Et il faudra que je vais faire des stages en France ou à La Réunion. Je suis venue chercher des informations pour la petite enfance. Je suis venue découvrir un nouveau métier. Alors, Je suis venue apprendre de nouveaux métiers et découvrir des choses qu'on ne connaissait pas encore. S'enrichir. qu'est-ce qui vous intéresse dans les métiers de l'éducation des jeunes enfants et de la petite enfance? Qu'est-ce qui vous intéresse? Aider les enfants, les enfants, de leur faire découvrir leur première fonction motrice. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 3 ans que vous êtes à l'IRTS? Alors là je suis donc en 3e année. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que sur 3 ans d'études, il y a 15 mois de stage. Donc on est beaucoup sur le terrain. On est accompagné par un tuteur, en théorie éducateur de jeunes enfants, mais qui peut être aussi dans un autre métier du travail social. Alors là, on travaille notamment avec les centres de formation. Alors on est vraiment là sur les métiers de la petite enfance. Donc, et en même temps, on est aussi partenaire de la région sur un schéma qui s'appelle le schéma régional des formations sanitaires et sociales, où on essaye justement de traiter de la problématique des emplois et de la gestion des emplois et des compétences en lien notamment avec les ouvertures de structures d'accueil. Il y a aussi un travail qui a été fait avec Pôle emploi, avec tous les porteurs de projets pour recenser leurs besoins donc, en personnel et en fonction des besoins remontés, donc de pouvoir aussi décliner un plan de formation pour, dans la perspective d'anticiper, si vous voulez, sur les besoins en emploi. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard quand vous serez parents? Les éduquer bien. Bien les éduquer. Les éduquer comme nos parents nous ont éduqués. Je veux que mon enfant soit heureux. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes filles dans ces métiers de la petite enfance et c'est quelque chose qui est, je dirais, presque naturel puisque on voit la fibre maternelle d'un côté et par contre, j'aurai l'occasion, jeudi soir, lors d'une émission de nouveau sur tout ce qui concerne la petite enfance, cette semaine de la petite enfance, d'avoir un assistant maternel qui va pouvoir s'exprimer.